Bonjour à vous, merci d'écouter ce que je voudrais vous dire à propos de l'anthropologie culturelle, une science qui reste encore aujourd'hui relativement mal connue et qui traîne d'ailleurs derrière elle pas mal d'idées préconçues, raison pour laquelle un de mes objectifs ici sera d'essayer de vous familiariser avec ce domaine passionnant. Cette discipline est en effet réellement passionnante et j'espère arriver à vous en convaincre, mais elle m'apparaît en plus comme indispensable pour penser le monde aujourd'hui, d'autant que nous vivons dans une société qui est d'ores et déjà, et qu'on le veuille ou non de façon irréversible, multiculturelle, créolisée, pour reprendre la jolie formule du poète martiniquais Édouard Glissant. Selon son étymologie, l'anthropologie désigne le discours qui porte sur l'être humain et, par extension, la science qui va s'intéresser à cet être humain. Il est courant que l'on distingue deux types d'anthropologie. Tout d'abord, l'anthropologie physique ou biologique, qui a pour objectif d'étudier l'être humain dans ses aspects physiques et biologiques. On étudie la diversité de la morphologie et de la physiologie des groupes humains, notamment par comparaison avec les grands singes. L'anthropologie physique fait appel à des sciences comme la biologie, la primatologie, l'anatomie et la paléontologie. Ce n'est pas de ce genre d'anthropologie que je veux vous parler ici. Ce dont je souhaite vous parler, et qui constitue le deuxième type, c'est l'anthropologie culturelle, appelée également anthropologie sociale ou encore anthropologie sociale et culturelle. L'anthropologie culturelle, c'est la discipline qui envisage la manière dont les organisations sociales, économiques, politiques, religieuses se développent dans les différentes sociétés du monde. L'objet d'étude de l'anthropologie culturelle, ce sont les différentes cultures du monde, les différentes sociétés du monde, les différents peuples du monde. L'anthropologie culturelle, c'est la discipline qui s'intéresse à la diversité culturelle de l'humanité tout entière. C'est la science qui place toutes les cultures sur un pied d'égalité et qui étudie tous les peuples, toutes les sociétés avec le même intérêt et idéalement la même objectivité. Parmi d'autres choses, l'anthropologie culturelle va par exemple étudier les rites des différents peuples, les croyances des différents peuples, les structures de parenté, de mariage des différents peuples, les institutions des différents peuples, l'économie des différents peuples, etc. Bref, l'anthropologie culturelle étudie les différents faits sociaux et culturels dans toutes les sociétés humaines. Et je souligne ici le terme « toutes », car l'anthropologie, ce n'est pas, comme l'écrivait pour plaisanter un anthropologue, la science des sujets négligés, l'étude des laissés pour compte ou encore l'investigation des bizarreries des sauvages. L'anthropologie étudie aujourd'hui toutes les sociétés, de la plus petite à la plus grande. Elle étudie aussi bien la société traditionnelle japonaise que notre société, en passant par les sociétés de chasseurs-récolteurs d'Amazonie ou par les peuples nomades de Mongolie. Si le terme est relativement récent en français, puisqu'il apparaît au début du XVIe siècle, la curiosité ressentie pour les autres sociétés est beaucoup plus ancienne, puisque le grand historien Hérodote décrit déjà différents peuples qui ont des contacts avec les Grecs. À cette époque, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, il est habituel de diviser l'humanité en deux. D'un côté, on a les civilisés, c'est-à-dire les Grecs. Et d'un autre côté, on a les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas grecs. Barbares qui seront parfois appelés aussi primitifs, arriérés, sauvages, sous-développés. Quant aux civilisés, ce sont d'abord les Grecs, avant d'être les Romains, puis les chrétiens, les Blancs, les Occidentaux, les Européens. Cette séparation du monde en deux, barbares et civilisés, c'est-à-dire finalement eux et nous, va durer plus ou moins jusqu'au XVIe siècle. L'Antiquité ne s'intéresse donc pas beaucoup aux autres sociétés. Mis à part Hérodote, quelques philosophes témoignent d'une certaine curiosité pour les coutumes des non-grecs, mais on ne peut pas véritablement parler d'un intérêt pour l'autre ou pour l'étranger.
Le Moyen Âge ne se montre pas beaucoup plus intéressé, à quelques exceptions près, comme par exemple le célèbre Marco Polo. Marco Polo est un marchand vénitien, et il est probablement le premier Européen à visiter la Chine, où il va rester 16 ans, avant de relater son long séjour dans un livre qui aura beaucoup de succès. Marco Polo témoigne dans son récit d'un véritable intérêt pour la diversité culturelle, et aussi beaucoup de curiosité et de sollicitude pour le peuple chinois. Il ne porte presque jamais de jugement, se contentant de décrire un monde extrêmement différent de la société italienne du début du XIVe siècle. C'est vraiment à partir du XVIe siècle que les choses vont progressivement commencer à changer. C'est à partir du XVIe siècle qu'on va passer petit à petit d'un monde clos à un univers infini, pour reprendre le beau titre de l'ouvrage du philosophe Alexandre Koyré. Jusqu'à cette époque, on considère que la Terre est au centre d'un univers qu'on imagine être relativement réduit et surtout fini. Mais avec les découvertes de Copernic, de Bruno, de Galilée notamment, les limites de l'univers explosent. L'univers devient infini et la Terre perd progressivement sa place centrale pour devenir simplement un astre parmi des milliards d'autres. En même temps, le monde, en tout cas le monde connu, va s'agrandir sur Terre. Il faut se souvenir qu'au XVe siècle, le monde terrestre connu se limite à l'Europe, à une partie de l'Asie et à l'Afrique du Nord. L'Afrique est un continent très largement inconnu. Quant à l'Océanie et à l'Amérique, on ignore jusqu'à leur existence. Mais à partir du XVIe siècle, les Européens, jusque-là confinés dans leur petite péninsule, partent à la découverte et à la conquête du monde. Christophe Colomb accoste en Amérique, même s'il pense être arrivé aux Indes. Vasco de Gama contourne le continent africain, découvrant par la même occasion de nombreux territoires inconnus. L'expédition de Fernand de Magellan boucle le premier tour du monde en bateau, au terme de 3 années de navigation. À l'occasion de ces différents voyages, des peuples inconnus sont découverts, des peuples constitués d'hommes et de femmes étonnants, surprenants, inouïs, parfois terrifiants aussi aux yeux des Européens. Ils sont nus, ils sont noirs, ils ont des mœurs qui choquent les Occidentaux. À l'occasion de ces voyages, ce que les navigateurs, les explorateurs et les conquérants découvrent, c'est finalement tout un monde inversé. En effet, nous sommes blancs, ils sont noirs. Nous sommes habillés, ils sont nus. Nous avons des fusils, ils n'ont que des flèches. Nous croyons en Dieu, ils idolâtrent des totems. Nous sommes civilisés, ils sont sauvages. Peu à peu, on identifie des terres et des peuples jusqu'alors insoupçonnés. Les sociétés asiatiques, africaines, océaniennes et amérindiennes viennent progressivement compléter la connaissance que l'Europe a de la Terre et de ses habitants. Assez rapidement, de grandes questions vont être posées au sujet de ces peuples jusqu'alors inconnus. Qui sont ces sauvages? D'où viennent-ils? Sont-ils bien des êtres humains? Faut-il véritablement leur accorder le statut d'être humain? Toutes ces créatures sauvages qu'on est en train de découvrir à l'occasion d'explorations au bout du monde, appartiennent-elles à l'humanité? Ne constituent-elles pas plutôt un chaînon manquant entre l'homme et l'animal? Nous sommes au XVIe siècle, et à cette époque, le critère essentiel pour savoir s'il convient d'attribuer à ces sauvages un statut humain est religieux. Et c'est ainsi qu'en 1550, le plus sérieusement du monde, on va débattre d'une question jugée alors cruciale. Ces créatures ont-elles une âme? Et plus précisément, car il s'agit d'eux ici, les Indiens d'Amérique ont-ils une âme? C'est à cette époque que commencent à s'esquisser 2 idéologies concurrentes mais complémentaires. Le refus de l'étranger d'une part et la fascination pour lui d'autre part. Les termes mêmes de cette double figure sont posés lors de la célèbre controverse de Valladolid, un débat qui a lieu au collège San Gregorio de Valladolid, dans le nord de l'Espagne, principalement sous forme épistolaire. La question était de savoir si les Espagnols pouvaient coloniser le Nouveau Monde et dominer ses habitants. Même si le débat regroupe un collège de théologiens, de juristes, d'administrateurs et même 2 inquisiteurs,
Il est cependant dominé par deux figures principales. D'un côté, on a le théologien Sepúlveda, qui affirme la supériorité de l'Européen et considère les sauvages comme des paresseux, des esprits lents qui, même s'ils ont les forces physiques pour accomplir toutes les tâches nécessaires, sont par nature des esclaves. Face à Sepúlveda, on trouve le prêtre dominicain Las Casas, qui critique la colonisation et dénonce les massacres perpétrés par les Espagnols aux Amériques. Après un débat qui dure plusieurs mois, la controverse se termine l'année suivante par une pirouette qu'on qualifierait aujourd'hui d'ethnocentrique, et qui ne sera d'ailleurs pas sans conséquence. Au lieu de supprimer les Indiens, il est préférable de les civiliser, c'est-à-dire de les rendre semblables à nous-mêmes. Mais un destin malin se jouera de Las Casas. Indigné par le sort des Indiens, il conseille à Charles Quint d'alléger leur misère et leur souffrance en implantant des Noirs d'Afrique occidentale, jugés moins vulnérables que les Indiens. Telle est donc la lointaine origine du formidable développement de la traite des Noirs à partir de 1560. Ne pouvant employer les indigènes en tant qu'esclaves, les Espagnols, qui cherchent de la main-d'œuvre gratuite, nouent des contacts avec des négriers africains, portugais, génois, français, hollandais. Le résultat, c'est qu'en 3 siècles environ, entre 8 et 12 millions d'Africains, réduits en esclavage, seront envoyés en Amérique. Las Casas a sauvé les Indiens de l'esclavage, et ce faisant, il a provoqué le malheur de millions d'Africains. La découverte de nouveaux horizons géographiques et de nouveaux peuples redéfinit progressivement la place de l'Européen dans le monde. Jusqu'alors, l'être humain, c'était l'occidental, le blanc, le chrétien. C'était lui qui occupait le sommet de la création. À partir du XVIe siècle, on commence à se rendre compte que l'humanité est probablement multiforme. Il existe un genre humain, mais déclinable en un certain nombre de races différentes, plus ou moins évoluées. Cette prise de conscience va faire naître des courants d'idées qui vont se développer en sens contraire. D'un côté, on va valoriser systématiquement les sociétés exotiques. On trouve ce genre d'attitude chez certains philosophes comme Montaigne ou Rousseau, qui considèrent que les sauvages sont de bons sauvages. Ces prétendus barbares sont bien moins barbares que nous. Ils vivent simplement selon l'état de nature. Ces sociétés sauvages, primitives, ont jusqu'à présent été miraculeusement préservées des défauts de la civilisation, des défauts de notre civilisation. Ils sont simples, ils obéissent à la nature, ils sont libres de toute contrainte sociale ou politique, ils ignorent la corruption, ils respectent une morale naturelle qui leur dicte le respect d'autrui et leur recommande de faire le bien de tous. Ils incarnent en définitive un idéal de pureté originelle, un idéal d'harmonie entre l'homme et la nature. Le thème du bon sauvage relève d'une véritable idéalisation, qui voit le primitif pourvu de toutes les qualités qui font défaut à l'européen, à l'occidental, au civilisé. Et puis d'un autre côté, en réponse à cette idéalisation peut-être un petit peu candide et ingénue, on va trouver que le sauvage est un barbare qui ne mérite même pas le titre d'être humain. Cette attitude, qui rejette le sauvage dans l'animalité, atteindra un point d'orgue avec la mort de l'explorateur britannique James Cook, massacré et peut-être même mangé en 1779 par des indigènes à Hawaï. À l'évidence, les primitifs, bien loin d'être de bons sauvages, sont en réalité des barbares, mauvais, cruels, assoiffés de sang et friands de chair humaine. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Et ce discours déshumanisant se décline sur le mode de l'absence. Ils sont sans religion, sans morale, sans loi, sans écriture, sans état, sans vêtements, sans conscience, sans raison, sans art, sans passé et sans avenir. Ce sont des bêtes. Qu'ils soient considérés comme bons ou mauvais, le sauvage pique en tout cas la curiosité des Européens. Pendant tout le siècle des Lumières, des voix s'élèvent pour demander qu'on commence à étudier ces peuples que certains jugent pourtant sans intérêt.
Des voix s'élèvent pour insister sur la nécessité de créer une science qui serait dévolue à l'étude de ces primitifs. Parmi ces voix, une des premières est sans doute celle du philosophe italien Giambattista Vico, qui publie en 1725 un texte dans lequel il jette les bases de ce à quoi devrait ressembler cette nouvelle science fondée sur l'étude de tous ces petits peuples sauvages qu'on est en train de découvrir un peu partout. Il commence par constater que tous ces peuples partagent 3 points communs avec nous. Ils ont une religion, ils connaissent et pratiquent le mariage, et ils ont des rites funéraires. Considérant que ces 3 éléments suffisent pour déterminer leur appartenance à une certaine humanité, Vico exprime l'espoir de voir se constituer une science nouvelle qui étudierait les coutumes, les langues, les mythes, les croyances, les modes de vie et les modes de pensée de ces sociétés primitives, mais aussi de notre propre société civilisée. Nous sommes en effet au XVIIIe siècle et la sociologie, c'est-à-dire la science de la société, n'existe pas encore. Mais rien ne bouge encore vraiment. Il faudra attendre presque la Révolution française pour voir en 1787 le philosophe suisse Alexandre César Chavannes publier un ouvrage dans lequel apparaît pour la première fois le terme ethnologie, que le philosophe définit comme étant la branche de l'anthropologie qui se consacrera à l'étude des sociétés primitives. À l'initiative de Chavannes, à la fin du XVIIIe siècle, un pas important est donc franchi. Le projet d'une science de l'homme, consacrée à le penser dans sa globalité et dans sa diversité, voit enfin le jour. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.